Cerno. Allô? Épisode 154. Maître Florence Rowe, l'avocate de la famille de Sophie Narm depuis 2006, n'a jamais vu de scène de crime aussi apocalyptique, qui trahit un déchaînement de violence et de lutte. Et justement, j'ai rendez-vous avec Maître Florence Rowe, à son cabinet, dans le 17e arrondissement, près de la place de l'Étoile. Une anti-enquête. Un petit 2 pièces sur cour au 6e étage d'un immeuble proche des buts de Chaumont à Paris. Une belle hauteur sous plafond, c'est agréable. Telle est peut-être ta mission. Sophie Narm. On n'a rien entendu. Rassembler les os des jeunes filles, les recomposer. Personne n'a rien entendu. Vous buvez un petit café. Pourquoi quelqu'un avait tué cette femme? Faites votre travail, puis voilà, c'est bien. Madame Lee. Rendez-vous est pris mercredi 11h. L'assassin avait donné, bien sûr, une fausse identité. Encore une fois, Cerno. on verra bien où cette histoire nous mène. « 3, 2, 1. Je suis avenue de la Grande Armée, à 2 pas de la place de l'Étoile. Je vois l'Arc de Triomphe à quelques mètres, et j'ai rendez-vous avec Maître Florence Rowe, qui est l'avocate de la famille de Sophie Narm. Je voudrais avoir son avis sur cette affaire, qu'elle me parle aussi de la victime, qu'elle me donne quelques conseils pour mener mon enquête, et aussi qu'elle m'autorise à consulter le dossier d'enquête. Je tourne rue Anatole de la Forge. Nous sommes dans le 17e arrondissement. Il y a une femme qui fume une clope devant un magasin de piano très chic. Il y a très longtemps, dans cette rue, j'ai pris des cours de chant avec une très vieille dame qui s'appelait Micheline. Je venais chaque semaine et puis un jour je suis venu et elle n'a pas répondu. J'ai appris quelque temps après qu'elle était morte. Mais je sais plus à quel numéro c'était. Mais j'ai l'impression que c'était au 3 justement, là où j'ai rendez-vous. J'entre dans l'immeuble. Effectivement, c'était là. Alors en revanche, je sais pas du tout dans quel bâtiment se trouve le cabinet de Maître Florence Rowe. Je vais demander à la concierge. Elle discutait avec une dame. Bonjour. Maître Florence Rowe, c'est ce bâtiment-là. Maître Florence Rowe. Quatrième, l'autre bâtiment, au 4e étage. D'accord. Vous savez longtemps que vous habitez ici, madame? Moi, oui, ça fait plus de 30 ans. Parce que je prenais des cours de chant il y a très longtemps avec une dame qui s'appelait Micheline. Oui, c'est ça, madame Granchet. Oh, ça fait des années. Oui. Je prenais des cours de chant, moi je venais tout le temps ici. Ça fait des années. Ah, c'était au 3e. Oui. Je me rappelais pas, oui. D'accord. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Bonne journée, mesdames. Au revoir. Donc je prends le même ascenseur que je prenais quand je vais voir Micheline. Je suis un peu plus vieux. J'arrive micro ouvert. C'est comme ça que je travaille, mais je sais que ça se fait pas. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Florence Rowe. C'est pour une interview. Alors, je vais la prévenir, vous êtes Julien Cernobo. Oui, je suis... Elle a oublié. Désolée, elle a été en audience, ça a duré plus longtemps que prévu. D'accord. On est un peu tous partout, et puis c'est vrai qu'aussi avec le déménagement... Ah, vous déménagez, On vient d'arriver. D'accord. Donc, à gérer tout ça, ça a été... on est arrivé il y a quelques jours seulement, donc... Ok. Donc, je vous invite à la recontacter par Oui, mail. d'accord. Au revoir. Bon, eh ben, je pense qu'elle avait oublié le rendez-vous. Je redescends. Je passe devant chez Micheline. « 3, 2, 1. Désolé pour ce contretemps. Alors je suis rentré à mon bureau, bredouille, mais c'est pas grave, encore un peu de patience. Maître Florence Rowe m'a donné un nouveau rendez-vous, dans quelques jours. Alors c'est une étrange coïncidence que cette avocate, celle de la famille de Sophie Narm donc, vienne de déménager son cabinet à l'endroit où je prenais des cours de chant il y a quelques années.
avec Micheline Granchet. Je vous ai dit qu'un jour, j'ai sonné chez elle et qu'elle m'a pas répondu. C'est pas tout à fait exact. La véritable histoire s'est déroulée de cette façon. C'était une femme de très petite taille qui était toujours un peu agitée de tremblements. Elle donnait ses cours assise devant un piano Pleyel. Elle me paraissait un peu perdue dans ce grand appartement dans lequel elle vivait seule. Je ne sais pas si elle était veuve ou tout simplement célibataire. Un jour, je suis allé prendre mon cours de chant, comme chaque semaine, et j'ai trouvé Micheline, la mine défaite. Elle m'a dit « Mon petit Julien », c'est comme ça qu'elle m'appelait. Il s'est passé un drame, je vais mourir. La mise aux normes de l'ascenseur a été votée. Les travaux vont durer 3 mois. Je ne pourrai plus descendre faire ma promenade quotidienne, et ça va me tuer, je le sens. Et moi, j'étais tout jeune, je lui ai dit « Mais Micheline, voyons, 3 mois c'est pas grand-chose. Et puis, vous pourrez peut-être redescendre par les escaliers, je pourrais même vous aider. » Mais Micheline ne voulait rien entendre, elle était persuadée qu'elle allait mourir. Moi, je n'avais pas perçu la gravité de la situation, ni sa détresse. Et quelque temps après, quand je suis arrivé pour prendre ma leçon, effectivement, Micheline n'a pas répondu. On m'a dit que sa santé avait décliné, subitement, pendant les travaux de mise aux normes de l'ascenseur. Elle a été hospitalisée, et elle a fini par mourir, quelque temps après. Alors je me suis rappelé, en rentrant de chez l'avocate, que j'avais fait une petite interview de Micheline, quand je travaillais pour France Inter, au sujet de son piano Pleyel, que je n'avais jamais diffusé. J'ai beaucoup cherché, et j'ai retrouvé cette interview dans un vieux disque dur. Alors je vais vous faire écouter la voix de Micheline. La radio a ce pouvoir de ressusciter les morts. Ça commence par le son de l'ascenseur que j'ai pris tout à l'heure, et qui a, d'une certaine façon, tué Micheline. 3e. Bonsoir Micheline. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, tout à fait. Ça vous dérange pas ? Pas du tout. Alors, 3, 2, 1. Alors, c'était pour parler de votre piano en fait, Micheline. Oui, vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce que c'est comme piano ? C'est un Pleyel, c'est un crapaud. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'ils ont fait ça pendant 1 an ou 2 ans, pendant la période de guerre, je crois dans les années 40. Je crois que mes parents l'ont acheté d'ailleurs pour moi, peut-être en 45, 44, dans ces eaux-là. Donc il est vieux, c'est un vieux crapaud. Un vieux crapaud. J'ai aimé la musique dès que j'étais toute jeunette, grâce à lui. Et puis après, bon, j'ai travaillé mes partitions en chant et tout ça, et mon chant avec lui. C'est un compagnon. Un compagnon, je le soigne, je chouchoute. De toute façon, je ne l'expose pas aux grandes chaleurs, ni au grand froid. Mais surtout, la chaleur n'est pas bonne. Ce radiateur est toujours à côté, là, est toujours fermé. Bon, on commence ? Oui. Merci. De rien. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors voilà la petite interview que j'ai faite de Micheline. Je regrette de ne pas lui avoir plus posé de questions sur elle, mais je crois qu'elle était assez intimidante. Et puis on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'après, il fallait qu'elle me donne la leçon. Aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches sur Google. J'ai tapé son nom, Micheline Granchet, et je suis tombé sur une photo d'elle jeune. Je la reconnais bien. Elle est brune, elle a des yeux clairs. Et je me rends compte que Micheline chantait à l'opéra, que c'était une grande artiste lyrique, et qu'elle était née en 1929. J'aurais dû lui demander tout ça. À l'époque, j'avais pris des cours de chant, notamment parce que je travaillais à la radio, et ma voix s'était mystérieusement détériorée. Disons qu'elle était devenue complètement monotone, toute molle, à tel point que j'avais dû consulter un grand professeur spécialiste de la voix. Il m'a dit que ma voix était en quelque sorte en train de s'éteindre. Il m'a envoyé chez une orthophoniste qui m'a conseillé de prendre des cours de chant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Micheline Granchet. Au début du cours, on pratiquait des exercices. Et ensuite, vers la fin, Micheline me faisait chanter des lieders de Schubert, tirés du Voyage d'hiver
Ça raconte le cheminement d'un homme qui erre seul dans le froid et la neige. J'adorais ces leaders, notamment le premier, Goethenacht, Bonne nuit, La première. qu'on a beaucoup travaillé avec Micheline. Et d'ailleurs, Micheline voulait que j'enregistre chacune des leçons J'y vois. afin que je puisse m'entraîner chez moi tout seul. On y va direct. Si je m'en souviens, mais oui, allez, on va essayer. Essayons, autrement je jouerai avant. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder raus. Der Mai war mir gewogen mit manchen Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Ah bon, il aime bien ce genre de surprise. Ah bon? C'est une épreuve de m'écouter chanter Ah bon? ça. Je trouve ça horrible. Et d'ailleurs, à l'époque, je n'avais pas du tout confiance en ma voix. J'éprouvais à son égard une sorte de honte. Et je vais vous raconter pourquoi. Même si c'est pas facile. Dans mes jeunes années, on m'a toujours dit que j'avais une voix de fille et que d'une manière générale, je ressemblais à une fille. Ça a duré très longtemps, jusqu'à mes 15 ans, je dirais. Et souvent, les gens, quand je répondais au téléphone, mais pas seulement, quand j'étais aussi devant eux, étaient persuadés que j'étais une fille. Ils n'arrivaient pas à croire que j'étais un garçon. Moi, je comprenais pas très bien pourquoi. Et j'ai encore moins compris ce qui se passait quand, à partir du CM1, je pense, j'ai commencé à me faire insulter à l'école. Et ça a duré jusqu'à la terminale. PD, tapette, pédale. Au lycée, les garçons me surnommaient Renato, en référence au film La cage aux folles. Pendant toute ma scolarité, j'allais en cours la boule au ventre. J'étais à la fois triste et terrorisé, en permanence. Parfois il ne se passait rien, mais c'était rare et ça pouvait tomber à tout moment. Je n'osais plus parler en classe. Quand il fallait aller au tableau, ou quand un prof me posait une question, c'était insoutenable. Je suis devenu ultra timide, renfermé. J'étais en échec scolaire. Et ça m'a poursuivi longtemps quand je faisais mes études, par exemple. Je me souviens qu'un jour j'avais un exposé à faire en géographie. Je l'avais bien préparé chez moi, mais au moment de passer au tableau, j'ai menti. Et j'ai dit que j'avais rien fait. J'ai eu un 0, ce qui m'a valu un redoublement. J'avais peur de m'exprimer en toutes circonstances. Je me suis bloqué. Je craignais que l'image que je renvoyais, pour une raison que j'ignorais, ne choque les gens et les fasse rire. Et pas seulement à l'école, il arrivait que les moqueries viennent de mes propres amis ou de ma famille. Résultat, j'étais dans une détresse et une insécurité permanente. Une solitude aussi. Je ne pouvais en parler à personne puisque j'avais honte. Et je voudrais vous lire quelques phrases du philosophe Didier Eribon. Sale pédé, sale gouine ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Ce sont des traumatismes plus ou moins violemment ressentis sur l'instant, mais qui s'inscrivent dans la mémoire et dans le corps, car la timidité, la gêne, la crainte, l'incertitude de soi, la honte, sont des attitudes corporelles produites par l'hostilité du monde extérieur. Et l'une des conséquences de l'injure est de façonner le rapport aux autres et au monde, et donc de façonner la personnalité, la subjectivité, l'être même d'un individu. L'injure me fait savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas comme les autres, pas dans la norme, quelqu'un qui est queer, étrange, bizarre, malade, anormal. Celui qui lance l'injure me fait savoir qu'il a prise sur moi, que je suis en son pouvoir. Et ce pouvoir est d'abord celui de me blesser, de marquer tout mon être de cette blessure, en inscrivant la honte ou la peur au plus profond de mon esprit et de mon corps. L'injure est un acte de langage, ou une série répétée d'actes de langage, par lequel une place particulière est assignée dans le monde à celui qui en est le destinataire. Cette assignation détermine un point de vue sur le monde, une perception particulière. L'injure imprime une marque profonde et durable dans la conscience d'un individu parce qu'elle lui dit « on t'assimile à ceci »
On te réduit à cela, et donc je suis ou je deviens ceci ou cela. Quand j'ai commencé à travailler à la radio à France Inter, je ne me destinais surtout pas à faire de l'antenne ou du reportage, ça aurait été trop difficile à surmonter. Je voulais plutôt travailler dans l'ombre, préparer des émissions, les monter, les mettre en forme, ça m'allait très bien. Mais parfois, pour arrondir mes fins de mois, je faisais ce qu'on appelle du passage d'antenne, c'est-à-dire que j'annonçais l'heure entre 2 émissions, où je lançais le jeu des 1 000 €. Les gens qui me connaissaient et qui m'entendaient à la radio me disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette voix mal assurée, faiblarde, ça passe pas du tout ». Et même une responsable de France Inter m'avait dit « On te garde parce que tu fais partie de la maison, mais ta voix c'est vraiment pas possible. Évite de faire de l'antenne ». Et puis le temps a passé, j'ai commencé à faire du reportage, à faire entendre ma voix à l'antenne, et j'ai oublié tout ça. Et tant mieux. Il n'y a pas très longtemps, un article de Télérama annonçait que j'étais invité dans un festival de radio à Brest, le festival Longueur d'onde, et me classait parmi les grandes voix de la radio. Voilà, j'ai retrouvé l'article. Il est écrit « Des invités prestigieux, les grandes voix de la radio débarquent quant à elles en chair et en os à Brest. Parmi elles, Laure Adler, Alain Weinstein, Sylvain Gire, Rebecca Manzoni, Julien Cernobori et Jérôme Garcin. Je me suis senti un moment victorieux. J'avais pris ma revanche sur de longues années de brimades, d'injures, de honte, de timidité. J'étais devenu une grande voix de la radio. Eh bien, peut-être que c'est grâce à Micheline tout ça. Non, non, non. 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 Limite. Alors vous me direz quel rapport avec le podcast ? Déjà, il s'agit de moi. Et je crois qu'il faut que vous sachiez qui vous parle. Mais aussi, si l'insulte, l'injure, essaie de vous placer tout en bas de l'échelle, vous fait honte, vous fait vous sentir comme un moins que rien. Elle permet à d'autres d'assurer leur domination, de leur procurer un sentiment de supériorité. Dans leur petite tête, ce qui est tout en haut, c'est le masculin, et tout en bas, le féminin. Un homme féminin, c'est pas normal. Il faut l'empêcher d'ouvrir la bouche, l'effacer. Et je sais que pendant des années, j'ai essayé de tuer le féminin en moi. Féminicide. J'allais dire, j'arrête de vous embêter avec mes histoires. Mais non, justement, il fallait que je le raconte. Dépasser sa honte, c'est un peu reprendre sa place. Refuser celle qu'on vous assigne en tout cas. Et c'était nécessaire pour moi de vous le dire, notamment pour aborder la suite de ce podcast. Je retourne dans l'immeuble de Micheline pour rencontrer enfin Maître Florence Rowe, l'avocate de la famille de Sophie Narme. Cette jeune femme tuée le 4 décembre 1991, Cerno, au 22 rue Manin, Paris 19e. Une anti-enquête. À suivre.